bienvenue. Merci à vous tous de nous rejoindre. Posons nos valises tout d'abord au palais présidentiel. Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, reçu par le vice-président Tiemokomile Kone, l'ONUDI et l'État ivoirien vont signer un nouveau programme de partenariat pour booster leur coopération. Une intersyndicale du secteur éducation-formation a démarré une grève ce jeudi 3 avril, alors que plusieurs autres syndicats se sont désolidarisés de ce mouvement. Quelle est la situation sur le terrain? En ce premier jour, nos reporters répondent à la question de savoir, la grève a-t-elle été suivie dans l'ensemble? La réponse dans quelques instants seulement. Et puis l'Afrique n'échappe pas aux mesures protectionnistes annoncées hier par Donald Trump. À partir du 9 avril, les produits africains exportés vers les États-Unis seront soumis à des droits de douane supplémentaires allant de 10 à 50% en fonction des pays et des secteurs concernés. Vous allez le voir, notre pays n'est pas épargné. Bonsoir à tous, c'est une rencontre qui annonce un renforcement de coopération entre l'État de Côte d'Ivoire et l'ONUDI. Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel a été reçu par le vice-président Tiemokomile Kone. L'ONUDI et l'État ivoirien vont donc signer un nouveau programme de partenariat pour booster leur coopération. Alexis Ouedraogo. Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Geert Muller, à la présidence ce jeudi. Dans ses valises, un nouveau programme de partenariat qui devrait permettre de mobiliser plus d'investissements privés pour développer des pans de l'activité économique, à savoir l'agro-industrie, les technologies et les énergies renouvelables. Je tiens à saluer les performances extraordinaires de la Côte d'Ivoire, qui est réellement une puissance économique dans la région, avec des taux de croissance qui sont donc très importants. Et aujourd'hui, nous avons discuté avec Monsieur le Vice-président une nouvelle phase encore de cette coopération, notamment avec la signature donc de notre programme de partenariat pays, qui va donc réellement, marquer une nouvelle phase innovante de cette coopération. Donc, avec ce nouveau programme, on espère vraiment mobiliser des investissements, et mobiliser aussi donc des investissements privés, pour notamment développer un certain nombre de secteurs tels que l'agro-industrie, les technologies, l'innovation, l'énergie, notamment donc les énergies renouvelables. Donc il y a tout un pan, je dirais, de l'économie qu'on espère vraiment pouvoir aider la Côte d'Ivoire à développer à travers ce programme. Le directeur général de l'ONUDI se réjouit notamment de la très longue relation de coopération vieille de plus de 40 ans entre la Côte d'Ivoire et l'organisation onusienne. Et je le disais à l'instant, une intersyndicale du secteur éducation-formation a démarré une grève ce jeudi 3 avril, alors que plusieurs autres syndicats se sont désolidarisés de ce mouvement. Quelle est la situation sur le terrain? En ce premier jour, nos reporters ont sillonné quelques établissements. Grâce Kando. Lycée moderne d'Angré, dans la commune de Cocody, il est un peu plus de 10 heures. Le mot d'ordre de grève annoncé par l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation n'a pas eu d'écho favorable. Au moment où certains élèves achèvent les cours, d'autres sont encore en classe. C'est le cas dans cette salle de seconde où ces lycéens sont en plein cours de mathématiques. Ce matin, les cours se sont bien passés. Nous sommes en cours de maths. Nous travaillons, mais le professeur nous a donné des exercices à faire et tout se passe bien en fait. On a commencé les cours d'EPS à 7h30. On a fini à 9h. Tout s'est bien passé. À quelques encablures se trouve un groupe scolaire dénommé Groupement 4000C. Dans cet établissement, élèves et enseignants sont en place. Tout se déroule bien. Ici, on est un groupe scolaire de 2 écoles, de 12 classes. Les enfants sont là. Les agents sont, pour ne pas exagérer, à 99% présents. Au poste, ils sont en train de faire le travail convenablement, comme d'habitude. À l'origine de ce mot d'ordre de grève de l'intersyndicale, l'octroi d'une prime aux enseignants et le respect de leur liberté syndicale. Et relativement à cette grève annoncée par une intersyndicale, Marilyn Goran a reçu au journal de 20h M. Koulibaly Adama. Il est inspecteur général de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Extrait. Par rapport à cette grève, ce qu'il faut retenir, c'est que le privé n'a pas été concerné.
concerne donc le public, il faut simplement noter que le niveau de grève est de 21,95%, c'est-à-dire qu'il y a plus de 80% d'élèves et d'enseignants qui ont pris donc le chemin de l'école et qui se sont mis donc en devoir de travailler comme ils devraient le faire. À peu près 80% de personnes qui ont accepté d'aller travailler et qui travaillent dans la sérénité, en vue, n'est-ce pas, de se construire un avenir, l'avenir des enfants, l'avenir de la Côte d'Ivoire. Cela est très important, n'est-ce pas, à souligner. Et nous voulons donc les encourager et demander aux uns aux autres de comprendre que là où on parle d'éducation, qui est un droit fondamental, il n'y a pas de calcul à faire, il n'y a pas d'hésitation, il faut foncer la tête baisse. Parce que c'est l'éducation qui fait le capital humain et c'est le capital humain qui construit les pays. Vous me donnez là l'occasion de déplorer l'occurrence, n'est-ce pas, de cette grève qui intervient dans un contexte très sensible pour la Côte d'Ivoire. Nous avons le PASEC, qui est donc une évaluation internationale, qui se déroule ici en Côte d'Ivoire et qui a un enjeu très important pour notre pays. Nous avons même le début du processus, n'est-ce pas, des examens à grand tirage, avec les épreuves physiques qui se déroulent sur le terrain. Nous ne comprenons donc pas qu'à une période aussi sensible, que nos amis syndicats décident, n'est-ce pas, d'aller en grève, surtout à un moment où le dossier qui a été déposé est en cours de traitement et en cours, n'est-ce pas, d'une bienveillante attention. Tous les syndicats de Côte d'Ivoire savent bien que la porte du dialogue n'a jamais été fermée au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Vous avez même vu, madame le professeur Mariotti Koné, recevoir pendant des jours non ouvrés les syndicalistes pour les exhorter à travailler en synergie avec nous, pour les exhorter donc à privilégier justement le dialogue, parce qu'il n'y a que dans le dialogue que l'on peut construire. Et donc, elle n'a de cesse de les appeler et d'échanger avec eux, de les écouter, de voir dans quelle mesure elle peut répondre, n'est-ce pas, à certains de leurs desiderata. Tout cela pour montrer que nous sommes disposés à travailler pourvu que la courtoisie, le souci, n'est-ce pas, de dialoguer, soit mis en avant. Et dans un esprit d'apaisement, le CNDH appelle les différentes parties à privilégier le dialogue. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a échangé avec la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Grace Kando. On fait le point. Le Conseil national des droits de l'homme examine la question relative au mot d'ordre de grève de l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Sa présidente Namizata Sangaré a échangé avec la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Le CNDH appelle les deux parties à privilégier le dialogue. Avec cette grève, c'est le droit à l'éducation de nos enfants qui sera entravé. Nous leur avons demandé de nous permettre de prendre notre place dans le règlement de ce différend. Au sortir de cette rencontre, nous allons encore inviter l'intersyndicale pour leur demander de suspendre ce mot d'ordre de grève et permettre au CNDH d'accompagner les deux parties à l'effet de trouver une situation gagnante. À travers l'activité syndicale, on éduque nos enfants à la citoyenneté, à la participation responsable à la vie de la nation. On les invite également à la démocratie. Donc, la responsabilité des enseignants est très grande. Éduquer par l'exemple. Je voudrais que vous saisissiez cette tribune-là pour nous aider à atteindre nos objectifs en matière de transformation culturelle de notre administration. La ministre d'État Anne-Désirée Ouloto se dit ouverte à toute discussion visant une issue favorable aux deux parties. Enfin, maintenant, un tour à l'hémicycle. Le projet de loi portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément a été adopté. Le ministre d'État, Kobena Kosé Adjoumani, était face aux députés membres des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Carmel Dia. Face aux députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani, a défendu le projet de loi portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément. Nous partons satisfaits parce que l'exportation illicite, la commercialisation illicite des produits
de rente constitue un danger pour notre économie. Les députés l'ont compris et nous ont fait part de leurs observations. Nous en avons tenu compte et nous pensons que ce projet de loi va ouvrir une porte grâce à laquelle tout ce qui est frauduleusement acquis ne le sera plus. Donc bravo aux députés qui ont compris la nécessité de donner un instrument supplémentaire pour permettre au gouvernement de sévir. Après plusieurs heures de débat, le texte a été adopté, 19 voix pour, 0 contre et 13 abstentions. Ce texte prévoit des peines de 2 à 10 ans de prison et des amendes allant de 1 à 50 millions de francs CFA pour toute personne, directement ou via un intermédiaire, achetant et revendant ces produits sans agrément officiel. On passe à la politique. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix salue les progrès réalisés par le gouvernement. C'est lors de ces rencontres habituelles avec la presse à la rue Le Pic. Souleymane Donesongo. Les rendez-vous du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix au siège du parti. Successivement à la tribune, les porte-paroles Kobena Kwasi Adjoumani et Mamadou Touré défendent un bilan et soulignent des avancées réalisées par le gouvernement. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire a connu une décennie de crise entre 2000 et 2010. Tout le monde sait que pendant cette décennie de crise, le système sanitaire de la Côte d'Ivoire était complètement détruit. Tout le monde sait que dans une grande partie du pays, il n'y avait plus de centres de santé, etc. Il n'y avait plus d'administration. On peut mesurer l'importance, l'impact de ce que le président Ouattara a fait au regard de la situation désastreuse dans laquelle il a trouvé donc le pays. La réhabilitation et la construction de nouvelles routes, autoroutes, ponts et échangeurs ultramodernes d'infrastructures énergétiques. Des investissements massifs ont été également enregistrés dans les domaines agricoles, de l'industrie, du tourisme, des services, afin de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. L'épanouissement social et humain, un enjeu pour le RHDP. Le président Alassane Ouattara tient à la santé des populations et à l'éducation des jeunes, comme à la prunelle de ses yeux. Pour le RHDP, avec la prochaine présidentielle, l'enjeu est réel. Il faudra entrer dans le bilan, mais aussi se projeter vers des perspectives prometteuses. Et le gouvernement veut outiller les rois et chefs traditionnels du pays. Un séminaire est ouvert à Yamoussoukro à cet effet. Le ministre Bruno Namayekone invite les chefs à appréhender tous les enseignements pour une gestion efficiente du foncier urbain de leurs différentes localités. On voit ça avec Kader Sogodogo. Comment régler définitivement l'épineux problème du foncier urbain? Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'urbanisme s'y emploie. Des réformes ont été initiées dans ce sens, 5 au total. L'heure est à l'appropriation de certains acteurs majeurs. Au nombre de ceux-ci, les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Un séminaire s'est ouvert à leur endroit, à Yamoussoukro. Ce sont des sachants, ce sont des personnes qui s'appuient sur nos us et coutumes, mais qui ont l'obligation d'entrer dans le droit moderne qui est celui de notre pays. Nous voulons les entendre sur comment nous pouvons faire cette transition-là, sans heurts, et surtout de façon à donner la sérénité à tous les acteurs qui sont dans le secteur de la gestion du foncier urbain. L'adhésion des têtes couronnées sera sans faille. Une déclaration de soutien du président de la Chambre est lue dans ce sens. Le séminaire de ce jour est l'occasion d'évoquer notre rôle et notre responsabilité, ouvrir certainement la voie à la collaboration et à des stratégies visant à corriger les anomalies et à apporter des solutions constructives et durables pour la préservation de la sécurité de notre pays et la confiance en nos documents. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, attend beaucoup de ce séminaire. Je vous invite donc à jouer pleinement votre rôle en étant les relais actifs des réformes engagées par l'État. Votre sensibilisation et votre adhésion aux nouvelles orientations en matière de gestion foncière urbaine sont nécessaires pour garantir la sécurisation foncière et assurer un développement harmonieux de nos villes.
Rôle et responsabilité des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire dans la gestion du domaine foncier urbain et la mise en œuvre des réformes du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. C'est le thème de ce séminaire. Un bref en image, prenons la direction du siège de la Banque centrale à Dakar au Sénégal. Adama Coulibaly, ministre ivoirien des Finances et du Budget, vient d'ouvrir la première session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine au titre de l'année 2025. Selon lui, cette session se tient dans un contexte international marqué par la consolidation de l'activité économique mondiale et la baisse de l'inflation dans la plupart des régions du monde. Aux côtés du ministre Adama Coulibaly, pour cette mission au Sénégal, Nialé Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage est lui en Chine pour renforcer les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et ce pays. À Tianjin, deuxième ville portuaire du Nord, il a visité une usine de fabrication de pièces détachées. C'est ce que nous apprend Issa Chonayeo. Tianjin, deuxième ville portuaire du nord de la Chine, de 12 millions d'habitants, située à 200 km de Beijing, la capitale. Cette cité regorge d'énormes potentialités économiques et de nombreuses structures de formation. Première escale du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, une usine de production de pièces détachées. Kofi Nguessan découvre l'expertise et le génie chinois en matière de construction automobile. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont les moules. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir des partenariats avec des écoles ici en Chine et voir comment les choses se font, comment les élèves se mettent ensemble pour imaginer les designs de ces carrosseries et comment, à notre tour, nous pourrions acquérir des moules pour commencer par fabriquer des carrosseries et faire en sorte qu'aujourd'hui, que petit à petit, on puisse aboutir à l'assemblage de véhicules. Et je pense qu'il faut oser, et c'est cette audace-là que nous devons peut-être enseigner à nos jeunes. Je crois que l'objectif aussi de notre visite ici, c'est de pouvoir identifier des établissements et des usines qui pourraient accueillir à la fois des formateurs, des gestionnaires d'établissements, apprenants qui pourraient venir ici en immersion pour comprendre comment tout cela est organisé et comment notre pays peut être à la pointe dans la fabrication de ces carrosseries. Poursuivant sa randonnée, le ministre Kofi Nguessan visite un institut de formation pour se familiariser avec le génie créateur des Chinois, tant dans le domaine de la lunetterie que de la menuiserie. Des expériences qu'il envisage importer en Côte d'Ivoire afin d'aiguiser le génie créateur des jeunes Ivoiriens. Voilà, la Chine, plus que jamais un partenaire solide de la Côte d'Ivoire. Dans les faits, cela se traduit également par la 8e édition du concours dénommé La Chine à mes yeux. Ce concours distingue les acteurs de médias. La radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, a décroché le prix du meilleur partenariat. Amidi Arasuba, Djamasso. La Côte d'Ivoire et la Chine ont décidé d'élever leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique à travers le concours Prix Média dénommé La Chine à mes yeux. Ce concours vise à honorer l'implication de la presse ivoirienne dans la promotion de la Chine et de ses relations avec l'Afrique. Et justement, plusieurs journalistes ont été distingués. Le super prix est décerné à Gildas Tanguy Gaillé de l'agence ivoirienne de presse AIP. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI reçoit le prix du meilleur partenariat. C'est une immense joie, c'est vraiment un encouragement pour tout ce temps consacré à la connaissance de la Chine. La représentante de la RTI s'est félicitée du choix porté sur cette entreprise de service public. Ce prix nous encourage au niveau de la RTI et sous l'impulsion du directeur général également à assurer notre mission de service public de façon crédible, ouverte et équilibrée. Pour le diplomate chinois, ce prix vient encourager les acteurs des médias à proposer des productions mettant en lumière la coopération sino-ivoirienne. La Chine entend travailler ensemble avec la Côte d'Ivoire afin d'enrichir le sens du partenariat stratégique en approfondissant la confiance politique mutuelle, renforçant la synergie stratégique du développement, favorisant une coopération concrète de qualité renforcée
et plus efficiente dans tous les domaines, au plus grand bénéfice de notre peuple. Ce prix, qui a sa 8e édition, est initié par l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire. Et c'est parti pour le week-end des Ebonies, la 26e édition de la Nuit de la communication qui récompense les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire, aura lieu du 11 au 13 avril prochain à Yamoussoukro. Cette année, l'accent sera mis sur la responsabilité du journaliste en période électorale. Nous Sangari. Qui succédera à l'IME Super Ebony 2023 de la 25e édition du week-end des Ebonies? La réponse sera connue les 11, 12 et 13 avril prochains lors de la 26e édition à Yamoussoukro. Nous allons, au cours de cette cérémonie-là, célébrer en tout cas les meilleurs d'entre nous, parce que c'est au cours de cette soirée-là qu'ils seront en tout cas choisis, distingués par le jury. Je pense qu'ils sont en plein laboratoire pour éplucher tout ce qui a été donné comme sujet d'enquête, sujet d'interview, sujet de reportage, sujet de dossier, etc., comme vous le savez. Et je pense qu'à cette nuit-là, on saura qui sera le super Ebony et les différents Ebony, bien entendu, radio, télé, presse écrite et presse numérique. Ce rendez-vous annuel qui célèbre le mérite et la confraternité sera rythmé par plusieurs activités, dont un cross populaire, la finale d'un tournoi de football et un panel. La responsabilité du journaliste en période électorale, c'est la thématique qui réunira les professionnels des médias pour cette 26e édition du week-end des Ebonies. Nous sommes dans une période sensible de notre pays. Quelle sera la contribution du journaliste? Comment devons-nous nous comporter? Comment devons-nous traiter l'information pour qu'il y ait véritablement des élections apaisées en Côte d'Ivoire? Il ne faudrait pas qu'on nous indexe comme des pyromanes, mais il faudrait que nous soyons pour ces élections qui vont venir une solution de paix et d'espoir pour les Ivoiriens. L'annonce officielle de cette édition a été marquée par un moment fort. La remise des clés d'une voiture à l'IME Super Ebony de l'édition précédente. Il était écrit que la remise se ferait aujourd'hui. Ces choses faites, nous disons merci à Dieu qui rend toutes choses possibles. Merci également à l'UNGCI. Un geste qui symbolise la reconnaissance du travail accompli et encourage l'excellence dans la profession. Autre volet de l'actualité maintenant, une quarantaine de cadres issus du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie prennent part à une session de formation en leadership. Cette initiative vise à renforcer les compétences managériales et à insuffler un changement de mentalité dans l'administration de ce secteur stratégique. C'est ce que nous apprend l'enseignant Bakayoko. Mines, hydrocarbures, énergie sont les principaux secteurs concernés par cette session de formation en lien avec le leadership. L'objectif est de développer une culture de performance et d'innovation en phase avec les enjeux actuels de ces nouveaux bassins économiques pour la Côte d'Ivoire. Ce qui fait la différence en ce moment-là, c'est votre capacité à diriger une équipe et à obtenir d'elle le meilleur. C'est par là aussi qu'on reconnaît votre leadership. Il s'agit de transmettre à ces chefs d'équipe, décideurs et gestionnaires des outils concrets pour une gouvernance optimale, une gestion plus efficace et transparente de leurs responsabilités. Un module est spécialement consacré à la prise de parole en public. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un, bien sûr, qui gère une équipe, c'est quelqu'un qui fixe le cap, c'est quelqu'un qui sait tirer son équipe pour atteindre des objectifs bien précis, mais c'est quelqu'un aussi dont la parole peut peser sur son action et sur les troupes. Selon le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly, la Côte d'Ivoire dispose d'une ressource humaine de qualité. Mais une chose est d'être bien formé sur le plan académique, une autre est que ces connaissances puissent produire des résultats tangibles pour l'entreprise et l'administration. La ville de Yamoussoukro va très bientôt abriter un projet d'éco-hydrologie en faveur des lacs de la localité. Spécialistes en hydrologie, écologie, environnement et acteurs impliqués dans la gestion de l'eau planchent donc sur la question dans la capitale politique. Charles Tatou. Les récents travaux de réhabilitation des lacs de la ville de Yamoussoukro n'ont pas définitivement mis fin à l'apparition des herbes envahissantes de leurs eaux. Ces herbes aquatiques, la cause des odeurs nauséabondes répandues dans les airs, récidivent très rapidement malgré les actions de dépollution du CIAPOL, Centre ivoirien antipollution.
Une solution rapide s'impose qui porte sur la naissance d'un projet d'éco-hydrologie. C'est le sens de ces travaux de réflexion. Donc avec cet outil, nous pensons que nous pouvons identifier tous les leviers, c'est-à-dire que voir quelles sont les interactions entre les lacs et l'habitat, les lacs et l'agriculture, les lacs et tout ce qui s'entreprend autour de ces lacs qui constituent des éléments majeurs qui concourent à la prolifération des végétaux aquatiques sur ces lacs. C'est une approche que l'UNESCO développe dans tous les pays du monde entier et à ce jour, nous avons 48 sites qui sont désignés comme sites de démonstration éco-hydrologique, donc 5 sites au niveau de l'Afrique. Donc la Côte d'Ivoire fera partie bientôt des pays qui abritent des sites éco-hydrologiques. Les travaux de cette rencontre ont vu la participation des experts scientifiques en hydrologie, écologie et environnement, sans oublier tous les acteurs impliqués dans la gestion de l'eau. Pour la réussite de leurs travaux de réflexion, les participants ont eu droit aussi à des visites de plusieurs lacs de la ville de Yamoussoukro. On voit maintenant cette prestation de serment de la promotion 2024-2025 des élèves auditeurs de justice. La cérémonie a eu lieu à la grande salle d'audience de la Cour d'appel d'Abidjan Plateau. Cette prestation de serment marque la fin de la formation théorique et le début de la formation pratique pour les 54 auditeurs. Michel Mombo. Cour d'appel d'Abidjan Plateau. 50 auditeurs de justice issus du concours direct, 2 auditeurs destinés au tribunal militaire et 2 autres issus de la République centrafricaine. Au total, 54 auditeurs de justice. Main droite levée, prête serment. Géraldine. Je l'assure. Un engagement qui met un terme à la formation théorique pour la promotion 2024-2025 et la propulse dans l'univers des juridictions pour une formation pratique. Je retiens qu'en tant qu'auditeur de justice, nous devons nous conformer à notre serment. Donc nous devons être discrets, garder le secret sur tout ce que nous verrons ou entendrons au cours de cette période de stage, mais aussi au cours de notre future carrière à l'issue de notre prestation de serment en tant que magistrat. Loyauté, abnégation au travail, rigueur, les dévanciers sont appelés à y mettre du sien pour parfaire leur formation. La hiérarchie dit attendre beaucoup au sortir de cette deuxième phase de formation tout aussi capitale. Le conseil principal, c'est de se comporter selon leur serment, c'est-à-dire en digne et loyal magistrat, comme s'ils étaient déjà des magistrats confirmés. Il faut qu'ils fassent en sorte que lorsqu'ils auront fini le stage, ils soient capables d'exercer la profession pour laquelle ils ont été formés. Et nous comptons vraiment sur leurs formateurs pour leur inculquer ce savoir-faire. 12 mois de pratique donc à partir de ce lundi 8 avril 2025. Une année encore d'efforts et de sacrifices pour maîtriser au mieux les rouages des différentes fonctions du magistrat. Dans le reste de l'actualité, en bref, en image, au Burkina Faso, c'est leur première apparition depuis leur arrestation la semaine dernière à Ouagadougou. 3 journalistes burkinabés sont visibles dans une vidéo qui les montre en tenue militaire. Les 3 hommes de médias avaient été amenés sans motif ni mandat par des hommes en civil après des déclarations sur les entraves à la liberté de presse depuis l'arrivée au pouvoir du président Ibrahim Traoré. La vidéo confirme donc que les 3 journalistes ont bel et bien été réquisitionnés pour combattre au front. Et puis je le disais, l'Afrique n'échappe pas aux mesures protectionnistes annoncées hier par Donald Trump. À partir du 9 avril, les produits africains exportés vers les États-Unis seront soumis à des droits de douane supplémentaires allant de 10% à 50% en fonction des pays et des secteurs concernés. Le Lesotho est le pays africain le plus sévèrement taxé avec un taux de 50% en raison de son important volume d'exportation vers les États-Unis, notamment dans le secteur du textile. Madagascar et Maurice suivent avec des taxes respectives de 47 à 40%, tandis que le Botswana, exportateur de diamants, est surtaxé à 37%. L'Angola, la Libye et l'Algérie, qui exportent principalement des hydrocarbures, font face à des taxes d'au moins 30%, tandis que la Côte d'Ivoire voit son cacao frappé par une taxe de 21%. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Dieu nous garde. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonsoir.